Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce cours de comptabilité générale dans lequel nous allons continuer ce que nous avons commencé concernant les charges de personnel et aujourd'hui nous allons travailler plus particulièrement sur la comptabilisation des charges de personnel. Alors vous allez voir pour cela, donc passer toutes les écritures nécessaires, mais pour vous faciliter la compréhension d'un point de vue pédagogique, j'ai identifié chaque compte, vous allez voir, par une lettre et un chiffre, comme ça, ce sera, je pense, en tout cas j'espère, plus facile pour vous y retrouver. Donc on va commencer depuis le départ en termes de comptabilisation, en termes d'écriture. Première écriture potentielle, hein, c'est pas obligatoire bien sûr, lors du versement d'un acompte au cours du mois. Donc dans ce cas-là, on va passer l'écriture 425 personnel avancé à compte à 512 banques, bien entendu, et j'ai identifié par le symbole X1, ce montant donc des avances à compte éventuellement versées. Deuxième écriture, qui se situe à la fin du mois, l'enregistrement des charges de personnel en fin de mois. Et là, il est d'usage de procéder en plusieurs étapes. Moi, je les ai séparées en trois étapes, d'accord. Première étape, ce que j'appelle enregistrement du salaire brut et des remboursements de frais. Alors, attention, rappelez-vous de la définition du salaire brut. Les remboursements de frais ne viennent pas dans le salaire brut, dans la fiche de paye. Pourquoi? Parce que s'agissant de remboursement de frais, ils ne sont pas soumis ni aux cotisations sociales, salariales ou patronales, ni soumis à l'impôt sur les sociétés, puisqu'il s'agit concernant ces remboursements de frais, d'avance en quelque sorte, qu'ont effectué les salariés pour le compte de l'entreprise, pour le compte de leur travail. D'accord? Donc ce n'est pas inclus dans le salaire brut. Ok? Sur la fiche de paie, c'est bien identifié à part. Simplement, cette première étape, l'enregistrement du salaire brut et des remboursements de frais, doit être enregistré dans une même écriture. Alors comment on fait? Eh bien, on va débiter le 641.1, charge de personnel, pour le montant du salaire de base, plus éventuellement les heures complémentaires, plus éventuellement les heures supplémentaires pour un montant X2. Ensuite, on va éventuellement débiter le 641.3, prime imposable, okay, s'il y en a. Ensuite, on va débiter le 641.4, indemnités et avantages divers, notamment en particulier, bien sûr, essentiellement les avantages en nature. Ensuite, on va débiter, attention, le 625, déplacement, mission et réception, c'est-à-dire les fameux remboursements de frais dont je vous parlais, qui ne font encore une fois pas partie du salaire brut, donc il faut aller les chercher dans la fiche de paye à part. Et on va créditer donc la dette qu'a à la seconde où on parle l'entreprise envers le personnel. Donc on va créditer le compte 421 personnel rémunération due. Pour quel montant? Le montant des charges de personnel, des primes imposables, des avantages en nature et des frais de déplacement, autrement dit des remboursements de frais pour un montant que j'ai appelé X6. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, on va constater les dettes de charges sociales salariales. On est bien d'accord, je répète, deuxième étape, constatation des dettes de charges sociales salariales et des éventuelles oppositions sur salaire. Donc, dans ce cas-là, on va juste, c'est logique, débiter le compte 421 personnel rémunération due, c'est-à-dire qu'on va diminuer la dette de quoi? La dette que l'on avait enregistrée dans l'écriture précédente, ok? On va la diminuer de toutes les charges sociales salariales et des oppositions sur salaire que l'entreprise va retenir sur le salaire de la rémunération du salarié. On est bien d'accord ici, il s'agit ici des charges sociales salariales. À part, nous verrons tout à l'heure, dans quelques secondes, l'enregistrement des charges sociales patronales. Donc, on va débiter le compte personnel rémunération due. De quel montant? Eh bien, du crédit du compte 431 sécurité sociale, du crédit du 437 autres organismes sociaux, du crédit du 427 opposition sur salaire, du crédit du 425 personnel avancé à compte, du crédit du compte 791 transfert de charges d'exploitation et du crédit du compte 4421 prélèvement à la source impôt sur le revenu. Alors, on va reprendre les différents éléments qui peuvent entraîner des difficultés. Donc je répète, on débite le 421 et on crédite 431, 437, 427, 425, 795, 791 pardon, et 4421.
Dans le crédit du 431, c'est-à-dire dette de sécurité sociale, qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur? Le total des charges salariales d'URSSAF de la fiche de paye, en tenant compte des éventuelles réductions URSSAF salariales sur le montant des heures supplémentaires, c'est-à-dire assurance vieillesse plafonnée et déplafonnée, contribution sociale généralisée CSG déductible et non déductible, contribution au redressement de la dette sociale CRDS. Voilà ce qu'on va prendre dans ce montant de dette envers la sécurité sociale, des charges salariales. Pour le total des autres organismes sociaux, alors ça correspond donc aux autres organismes sociaux de la fiche de paye, c'est-à-dire Agir Carco en tenant compte des éventuelles réductions des heures supplémentaires sur Agir Carco sur le montant donc de ces heures supplémentaires, plus prévoyance complémentaire cadre et non cadre, plus la mutuelle. Ensuite, on va X10, donc l'opposition sur salaire, donc ça c'est un autre compte bien entendu, apparaissant sur la fiche de paye si c'est le cas, donc ça ne pose pas de problème particulier. Ensuite, les avancées à compte versées au cours du mois aux salariés, du coup le compte 425 est donc soldé, puisqu'on l'avait débité lorsque pendant le mois l'entreprise avait versé la compte. À la fin du mois, vous voyez qu'on le crédite lorsqu'on enregistre la fiche de paye, donc du coup ce compte est soldé. Les avantages en nature X4, c'est le montant des avantages en nature éventuellement inclus dans le salaire brut. Le crédit du compte 791 transfert de charge est un compte de produit et il vient donc techniquement annuler le compte de charge 641,4 avantages en nature que l'on avait débité lors de l'enregistrement de la première étape. Vous vous souvenez ? Lors de l'enregistrement de la première étape, on avait bien débité le 641,4 du montant des avantages en nature et on a bien ici crédité le compte 791 pour le même montant. J'y reviens dans quelques secondes. Et ensuite, le X11, le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu qui figure désormais sur chacune des fiches de paye. Alors, plusieurs remarques. D'abord, les charges sociales salariales au sens strict, vous le voyez, ne sont donc pas enregistrées dans des comptes spécifiques de la classe 6, contrairement aux charges sociales patronales qu'on va voir dans la troisième étape. Autrement dit, là, les charges sociales salariales, en fait, on a tout enregistré au départ, le montant du salaire brut plus les primes, plus les avantages en nature, etc., etc. Et ensuite, on a crédité un compte de dette, et ensuite on diminue la dette envers les salariés, c'est-à-dire le compte 421, et on crédite donc les comptes de dette envers la sécurité sociale, etc., etc. On ne met pas de compte 6 lorsque l'on enregistre les dettes envers les organismes sociaux, la sécurité sociale, etc. Deuxième remarque, parce que là aussi on me pose quelquefois la question, potentiellement on pourrait regrouper les deux écritures de la première étape et la deuxième donc, en une seule écriture. C'est-à-dire qu'au lieu d'enregistrer une première écriture en créditant le 421 pour la dette liée au salaire brut, aux avantages en nature, aux primes, etc., etc., puis une deuxième écriture où on diminue la dette du montant, donc on diminue le 421 et on crédite les dettes sécurité sociale, etc., vous voyez, on peut regrouper les deux écritures et simplement l'équilibrage entre les débits et les crédits se fait par le compte 421. Autrement dit, le compte 421, au lieu de l'utiliser deux fois, une dans chaque écriture, on regroupe tout et on équilibre avec le 421. Pourquoi pas, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai l'habitude, d'un point de vue pédagogique, de séparer les deux. Dans le cadre d'un examen, il n'y aura pas de souci, rassurez-vous, c'est tout à fait acceptable, l'une ou l'autre. Je voulais faire quand même une précision concernant les avantages en nature. À titre d'exemple, imaginons qu'un employeur paye le loyer mensuel d'un de ses salariés pour 800 € et que l'avantage en nature soit évalué forfaitairement à 450 € par les services fiscaux, on est bien d'accord, compte tenu du nombre de pièces par exemple. Lors du paiement de ce loyer, en début du mois par exemple, c'est l'employeur qui l'a payé, donc il a passé l'écriture 613 locations on fait simple, à 512 banques pour 800 €. On est bien d'accord. À la fin du mois, l'employeur enregistre donc les deux étapes dont on a parlé. Donc, première étape, qu'est-ce qui s'est passé? On a bien enregistré en 641,4 l'avantage en nature.
OK, et ensuite au débit du compte 641,4 pour l'avantage en nature, qui est bien de 450 euros. Et ensuite, dans la deuxième étape, on a enregistré le compte 791 transfert de charge pour le montant de l'avantage en nature, c'est-à-dire 450 euros. Donc ne confondez pas l'écriture que l'on ne voit jamais en général, quand on vous demande les écritures liées aux charges de personnel, vous ne voyez jamais, on ne vous demande pas l'écriture du loyer qui a été payé en début de mois. Mais celle-là, elle existe, on est bien d'accord. C'est 613 locations à 512 bancs. Par contre, à la fin du mois, on vous demande donc d'enregistrer la fiche de paye. Donc, en conséquence, pour l'employeur, il apparaîtra bien en charge nette 800 euros, c'est-à-dire le montant du loyer qu'il a payé, qui est une charge pour lui. Parce que, encore une fois, le compte 613 a été débité de 800 euros, mettons le premier du mois, et le compte 641,4 pour 450 euros, et le compte, alors avantage en nature, et le compte 791, transfert de charge, a été crédité de 450 euros à la fin du mois. Conséquence, en termes de résultat, il reste bien une charge nette de 800 euros, tout simplement. D'accord ? Alors vous allez me dire, mais pourquoi on le passe et après on annule? Mais parce que le problème, c'est que l'employeur ne va pas payer deux fois, si vous voulez, l'avantage en nature. Il ne va pas le payer deux fois. Donc on est obligé de l'enregistrer, l'avantage en nature, quand on enregistre le salaire brut. On est bien d'accord, ça c'est sûr. Et pourquoi on fait ça? On fait ça parce qu'il y a des charges sociales et fiscales par-dessus. Par contre, on ne va pas le compter deux fois, donc après on va l'annuler. L'employeur ne va pas à la fois payer le loyer et ensuite payer l'avantage en nature. C'est tout à fait différent. Donc c'est une astuce, j'allais dire, comptable pour séparer les différents éléments. Mais comprenez bien qu'en termes de charges nettes, il n'y a pas d'embrouille, il reste bien 800, ce qui correspond bien à ce qu'a payé l'employeur. D'accord? Ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, enregistrement des charges sociales patronales et des dettes qui s'ensuivent. Donc, vous avez bien vu, on ne mélange pas les charges sociales salariales et les charges sociales patronales. Là, cette fois-ci, les charges sociales patronales, quand on les enregistre, on débite bien des comptes de charges, des comptes 6, autrement dit, spécifiques. Et on va débiter en 645.1 les cotisations URSSAF, 645.2 les cotisations mutuelles, 645.3 cotisations aux caisses de retraite complémentaires, 645.8 cotisations aux autres organismes sociaux, 633.3 participation des employeurs à la formation professionnelle continue si ça existe, 631.2 taxes d'apprentissage, 633.4 participation des employeurs à l'effort de construction si ça existe. Pas de souci, hein, sur la fiche de paye, tout ça c'est indiqué bien entendu. A, 431 dettes de sécurité sociale, 437 autres organismes sociaux et 44 États au crédit. Donc on va reprendre ces différents éléments. Donc on débite le compte 645.1 pour les cotisations URSSAF. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Le total des charges salariales d'URSSAF le total des charges patronales de la fiche de paye, en tenant compte des éventuelles réductions qui pouvaient apparaître, on est bien d'accord. Donc il y a assurance maladie, maternité, invalidité, décès, contribution solidarité autonomie, assurance vieillesse plafonnée déplafonnée, allocation familiale, taux réduit et complément, contribution dialogue social, accident du travail, Fonds national d'aide au logement, le FNAL, versement du transport si c'est le cas, contribution d'assurance chômage, cotisation pour l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances et des salariés, si jamais l'entreprise dépose le bilan en attendant que Pôle emploi prenne le relais, donc l'AGS, plus l'éventuel forfait social. On est d'accord? Alors ça, c'est tout ce qu'on prend dans les charges sociales patronales donc d'URSSAF, en tenant compte évidemment des éventuelles réductions patronales sur les bas salaires et conformément à la loi TEPA sur les heures supplémentaires éventuellement. Donc cotisation mutuelle, donc pas de souci si ça existe. Et ça existe maintenant, il n'y a pas d'ambiguïté, il y a bien une part salariale, une part patronale identifiée sur la fiche de paye, pas de souci. 645.3, cotisation caisse de retraite complémentaire. Donc dedans, il y aura la retraite complémentaire, plus contribution d'équilibre général, plus contribution d'équilibre technique, plus la PEC, plus la prévoyance cadre.
Je vous rappelle que la prévoyance cadre, elle est obligatoire. Ensuite, 645.8, donc cotisation autres organismes sociaux, c'est la prévoyance complémentaire cadre et non cadre, qui elle n'est pas obligatoire, la complémentaire, d'accord? Et donc la participation, pas de souci, des employeurs à la formation professionnelle continue, la taxe d'apprentissage, pas de souci, la participation des employeurs à l'effort de construction, pas de souci, et au crédit, donc, d'aide de sécurité sociale, ben là c'est simple, pour quel montant? Pour le montant des cotisations URSSAF inscrites en 645.1. Et quant au compte 437, ben c'est alors on peut se le faire comme ça, toutes les autres charges, sauf le 633.4, c'est-à-dire sauf la participation des employeurs à l'effort de construction. Parce que ça me paraît la façon la plus simple de s'en souvenir. Donc, parmi toutes les charges sociales patronales, il y a 3 comptes à l'intérieur. Tout ce qui revient à la sécurité sociale, ok, on l'a identifié. Puis après, qu'est-ce qu'on va faire? On prend toutes les autres, on dit tout ça, ça va aux autres organismes sociaux, ok, sauf juste la participation des employeurs à l'effort de construction, parce que ça, c'est payé à l'État. Donc, du coup, il faut créditer le 44 pour le montant de cette participation des salariés à l'effort de construction. Alors, évidemment, parce que quelquefois, vous me posez la question, évidemment, on peut identifier chaque organisme collecteur de mutuelles et d'organismes de retraite par un sous-compte 645.2, 645.3, 645.8, ainsi que pour chaque organisme social. C'est-à-dire que moi, ici, dans autres organismes sociaux, j'ai utilisé que le 437, mais bien entendu, d'ailleurs, dans la réalité, on ne ferait pas comme ça. Chaque organisme serait identifié par un vrai compte. Donc 437.1, 437.2, etc., etc. Si l'énoncé ne vous dit rien, vous mettez du 437. Sinon, ce qui se passe souvent dans les examens, c'est qu'on vous donne un extrait de la balance ou des comptes utilisés par l'entreprise. Et à ce moment-là, du coup, vous utilisez les comptes qui vous sont donnés. Mais sachez que, évidemment, on fait ce qu'on veut. Une fois on peut rentrer beaucoup plus dans les détails. Deuxième remarque, à partir de 2021, la contribution à la taxe d'apprentissage sera versée à l'URSSAF, au même titre que les autres cotisations de sécurité sociale. Donc on a enregistré, maintenant on en est où? On a enregistré les acomptes en cours de mois. À la fin du mois, on a enregistré le salaire brut plus les remboursements de frais éventuellement. On a enregistré les dettes de charges sociales salariales. On a enregistré les charges sociales patronales et leurs dettes qui s'en suivent. Maintenant, il nous reste à passer quoi? Le paiement des salaires aux salariés. Donc là, très simple. Qu'est-ce qu'on va faire? On va débiter le compte 421, c'est-à-dire qu'on va le solder, en fait, et ça correspond sur la fiche de paye au net à payer après impôt, d'accord? Et on va créditer le compte 512 banques, tout simplement, d'accord? Ensuite, le mois d'après, éventuellement, versement de l'opposition au créancier du salarié, si c'est le cas. On débite le 427 et on crédite le 512. Du coup, ce compte est soldé, bien entendu. Ensuite, règlement des charges sociales, salariales et patronales, puisqu'évidemment, pour chacun des organismes, c'est-à-dire la Sécu, les autres organismes sociaux et à l'État, tout est versé en même temps. Quand je dis tout est versé en même temps, les parts salariales et patronales sont versées en même temps. Autrement dit, on va diminuer la dette envers la sécurité sociale pour la dette de la sécurité sociale pour la part salariale et pour la part patronale. Donc on va débiter le 431, très bien, pour la part salariale et patronale. Ensuite, on va débiter alors soit le 437, soit chacun des sous-comptes du 437 pour les autres organismes sociaux, pour la part salariale et la part patronale. On va débiter le compte 44 État dont on a parlé tout à l'heure et on va créditer le 512 banques pour l'ensemble de ces charges. Mais il reste un compte encore à solder parce qu'il faut le payer, c'est le versement du prélèvement à la source au service des impôts. Et donc on va débiter, rappelez-vous, le 44-21, prélèvement à la source, impôt sur le revenu, aux 512 banques. Donc ne confondez pas, j'ai utilisé moi pour bien les différencier, 2 comptes différents. Le compte 44 État qui correspond donc à la participation des employeurs à l'effort de construction,
ok, de cette dette qu'on a envers l'État, avec évidemment le 44-21 qui correspond au prélèvement à la source. Alors pourquoi j'ai pas tout mis dans le même compte? Tout simplement, d'abord parce qu'il existe maintenant un compte 44-21 spécifique au prélèvement à la source, et d'autre part parce qu'en général c'est pas payé en même temps, tout simplement. Donc c'est deux choses qui sont différenciées. On est d'accord? Donc voilà. Donc moi ici, bien entendu, je vous ai fait ces écritures d'un point de vue pédagogique. Comprenez que dans le cadre d'un examen, il pourrait y avoir des dates très précises pour chacune des écritures. À ce moment-là, bon, vous suivrez bien sûr les dates auxquelles c'est passé, bien entendu, parce que tout n'est pas passé à la même date, bien sûr. Et puis, bien comprendre aussi que dans le monde réel, bien sûr, vous imaginez qu'une entreprise qui aurait, moi je ne sais pas, moi, 3000 salariés, elle ne va pas passer 3000 écritures comme ça, on est bien d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Rappelez-vous ce qu'on a vu dans le cours, il y a le journal de paie qui reprend quoi? Eh bien, exactement, on passera les mêmes écritures que celle-là, mais ce sera la somme de toutes les charges de sécurité sociale de tous les salariés, de toutes les cotisations des autres organismes sociaux de tous les salariés, de tous les prélèvements à la source, etc., etc. À partir du livre de paie qui récapitule l'ensemble des fiches de paie, bien entendu. Mais dans le cadre d'un examen, on peut vous demander d'enregistrer une fiche de paie. Dans la réalité, ça n'arriverait ça que si l'employeur n'a qu'un salarié, après tout, pourquoi pas, c'est pas interdit non plus. Voilà, sinon, ça serait un extrait du journal de paie, bien entendu. Voilà, j'espère qu'à partir de ce cours, il y aura moins de soucis pour que vous compreniez l'enregistrement des charges de personnel. Bon courage, à bientôt, au revoir.